Aujourd'hui, donc, nous accueillons le père Guillaume Causse, qui est jésuite, docteur en philosophie et professeur aux facultés Loyola, anciennement Centre Sèvres. Je dirais juste un tout petit mot à l'issue de la conférence. Vous pourrez trouver des livres proposés par le père Guillaume Causse qui montrent que le pardon est véritablement un sujet qui lui tient tout à fait à cœur, notamment 2 livres, Le pardon ou la victime relevée et Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens. Voilà, je vous laisse la parole et merci encore, père Guillaume, d'être venu aujourd'hui. Merci beaucoup, Anne, pour l'invitation. Je vais donc vous parler aujourd'hui de pratiques politiques du pardon. Il se trouve que jusqu'au milieu du XXe siècle, le pardon, comme je disais tout à l'heure, était considéré comme une question religieuse et qui concernait la conscience individuelle. Mais depuis les années 1950, le pardon s'est imposé comme une question politique. Et je vous montrerai 3 exemples de pardon en politique. Le premier, c'est la création, juste après la Deuxième Guerre mondiale, de ce qui va devenir l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que ça a supposé que les ennemis d'hier se retrouvent et s'unissent. Et je cite simplement ce que disait le cardinal Marty dans une homélie dans la cathédrale de Reims, le 8 juillet 1962, en présence du général de Gaulle et du chancelier Adenauer. Je cite: « Pour le passé, le pardon des brisures, pour l'avenir, la volonté de réconciliation. » Le deuxième exemple de pardon en politique que je donnerai, c'est la création, à partir des années 90, des commissions Vérité et Réconciliation. Au Chili d'abord, en Afrique du Sud ensuite, et depuis lors dans une vingtaine de pays dans le monde. Je parlerai aussi à cette occasion d'un autre type de ce qu'on appelle les justices transitionnelles, qui est ce qui s'est passé au Rwanda après le génocide de Tutsi. Et puis le troisième exemple que je donnerai, c'est une transformation de la justice avec l'apparition, aux côtés de la justice pénale, de ce qu'on appelle aujourd'hui la justice reconstructive, réparatrice ou restaurative. Premier exemple donc, la création de ce qui est devenu l'Union européenne. En réalité, la première apparition de la question du pardon au plan politique, c'est 1948. C'est la création, cette année-là, de 2 nouveaux États. L'État d'Israël et l'État de la RFA, République fédérale d'Allemagne. Et ces 2 États souhaitent établir entre eux des relations diplomatiques. Comment faire pour établir des relations diplomatiques après le génocide perpétré par les nazis à l'encontre notamment des Juifs? Eh bien, la RFA va proposer à l'État d'Israël des réparations financières. Et le jeune État juif a bien besoin de ces réparations pour se construire. Donc il accepte. Et immédiatement, des voix vont s'élever dans le débat public en Israël et en France, notamment des philosophes comme Emmanuel Levinas ou Vladimir Yankelevitch, qui vont se demander si accepter ces réparations, c'est pardonner. Alors, il n'y aura pas de conclusion à ce débat, mais à partir de là, le pardon apparaît comme une vraie question politique, nationale et internationale, bien loin de la conscience individuelle. À tel point qu'une philosophe comme Hannah Arendt, qui va écrire un livre essentiel dans ces années-là, La condition humaine, fera du pardon et de la promesse le fondement du vivre ensemble, du politique. Alors ça, c'est la première apparition, mais je vais plutôt parler de la seconde apparition, qui est l'Europe. Alors, au lendemain de la Première Guerre mondiale, vous le savez, la paix est de très courte durée, puisque la guerre froide s'installe.
et il y a une très grande crainte que le conflit reprenne, notamment entre la RFA et la RDA. La RFA soutenue par les États-Unis, la RDA soutenue par l'URSS, plongeant l'Europe dans une nouvelle guerre. Et dans ses mémoires, qui sont un livre que je vous conseille, Jean Monnet raconte comment, alors qu'il était en train de travailler à la reconstruction de la France en mettant en place le plan Marshall en France, il a une idée pour construire une Europe dans laquelle les Européens soient unis. Alors, je vous lis ce qu'il écrit en exergue de ses mémoires. Nous ne coalisons pas les États, nous unissons des hommes. Ça, c'est sa grande idée. Pour lui, les hommes, en travaillant ensemble, vont apprendre à se connaître, s'apprécier. Et leur connaissance commune, c'est ce qui va permettre de faire face aux crises à venir. D'autre part, la principale cause des guerres, c'est l'énergie. À l'époque, c'est le charbon et l'acier. Donc, il va dire, on va mettre tous ces hommes à travailler ensemble sur une gestion commune du charbon et de l'acier. C'est la création en 1951 de la CECA. Ce projet suppose, sans le dire, le pardon là apparaît de manière implicite, mais il est bien présent, que ceux qui étaient hier ennemis se mettent ensemble et travaillent ensemble. C'est donc ce qui s'est passé, et je ne ferai pas là ici tout l'historique des gestes et des paroles de pardon qui ont été échangées entre les différents pays européens. Il y a des associations qui se sont très vite créées après la guerre pour que les jeunes des différents pays d'Europe se rencontrent, se connaissent, des livres d'histoire à plusieurs voix qui ont été écrits. C'est grâce à ce travail que les pays en Europe sont sortis d'une logique de domination les uns sur les autres pour entrer dans une attitude de coopération. Et on peut vraiment voir cette création institutionnelle comme un fruit du pardon au plan politique. Alors évidemment, le pardon ne se réduit pas du tout à ces institutions qui sont très largement perfectibles, mais le pardon y joue un rôle, encore aujourd'hui, d'une force qui à la fois invite à dépasser les conflits pour garder l'union et à inventer à chaque fois des nouvelles formes institutionnelles pour que l'union soit préservée et que la désunion qui menace soit écartée. Alors, cette union est restée relativement stable pendant quelques années. En 1989, il y a eu un élargissement, juste après la chute du mur de Berlin. Et aujourd'hui, à nouveau, on est en crise. Et c'est intéressant d'observer comment cette union, cette force du pardon, continue à travailler pour que des nouvelles réalités soient inventées, pour que nous tenions ensemble dans la guerre. Alors ça me fait une transition vers le deuxième exemple, où là on va voir le pardon un peu plus explicite, qui sont les commissions vérité et réconciliation. En fait, 89, c'est l'année donc de la chute du mur de Berlin, importante pour nous, mais importante pour le monde entier, et en particulier l'Amérique latine. Pourquoi ? Vous savez qu'en Amérique latine, les États-Unis sont très présents, et en particulier à l'époque, ils soutenaient politiquement des régimes anticommunistes, notamment au Chili, le régime de Pinochet. En 89, les États-Unis, un peu avant même, les États-Unis, voyant qu'il n'y a plus de menaces communistes, lâchent le régime de Pinochet qui tombe. À ce moment-là, la question se pose d'une transition. Comment est-ce qu'on va pouvoir passer du régime dictatorial de Pinochet qui a fait des millions de morts à un nouveau Chili? C'est là qu'est créée la première commission Vérité et Réconciliation en 1990. Elle sera suivie d'une deuxième qui est la plus connue, la plus aboutie, celle de l'Afrique du Sud en 1996.
et puis d'autres formes de justice transitionnelle dont je parlerai également, comme le Rwanda. Le Chili. Le Chili, ça se passe donc un peu avant 1990. Le président d'alors, Aylwin, qui est nouvellement élu, voit sa mission comme celle de réunifier un pays qui a été déchiré par les longues années de la violente dictature du général Pinochet. Et il va choisir la voie du pardon. Je cite, l'État du Chili, ça c'est le président qui parle, doit se tourner vers les familles des victimes pour obtenir leur pardon envers la société qui les a blessés. Celle-ci doit s'imprégner de ce qui s'est passé pour pouvoir regarder clairement l'avenir. Si reconstituer la vérité a été une tâche ardue pour cette commission, l'employer pour la réconciliation nationale est un devoir délicat et fondamental pour tous les Chiliens. Voilà, vous voyez, c'est un appel politique par le président chilien au pardon et à la réconciliation. Alors dans ces appels, le président reconnaît que le pardon, il appartient à chacun de le vivre, de le demander, de le donner. Mais il ajoute quelque chose de très fondamental. Il va proposer la création d'une institution qui va donner un cadre pour aider au pardon, pour que les personnes puissent, ceux qui le souhaitent, soient facilités dans la demande de pardon et soient facilités dans le don, mais plus largement, que la société tout entière se réconcilie. Le travail va consister à recueillir des témoignages de victimes, à analyser les comportements de divers groupes et organisations, dont les églises, les journalistes, les avocats, les médecins, les policiers, tous les groupes qui structurent la société. Et tous ces témoignages, toutes ces conclusions seront publiés dans ce qu'on appelle, c'est en 1991, le rapport Rettig. Alors cette première commission Vérité et Réconciliation, c'est déjà une très belle réalisation, mais elle présente une limite, c'est qu'elle a fait parler les victimes, mais elle ne fait pas parler les auteurs de violences. Pour eux, il y a une amnistie générale. Alors si on pense au pardon qui aide à la réconciliation, eh bien, la moitié du chemin seulement a été parcourue. L'expérience va montrer cependant, dans les années suivantes, que le rapport Rettig et le travail des victimes va aider celles-ci à se coordonner et à obtenir, en 1999, la levée de l'amnistie, pour que les auteurs de violences soient traduits en justice. Alors, cette réalisation nous révèle un premier élément extrêmement important du pardon. On le voit en politique, mais c'est vrai de manière générale. C'est une attention qui est d'abord portée aux victimes. Une attention qui n'est pas seulement une empathie, mais qui est aussi une action. Une action qui consiste à regarder ces personnes et à les aider à retrouver une place à égalité avec les autres dans la société. C'est ça le pardon dans un premier temps. Le pardon, c'est ce qui permet de porter un regard sur chacun, que la personne ait été victime et humiliée, ou que la personne ait été agresseur, et de voir dans cette personne sa dignité d'être humain, par-delà le mal qui a pu être subi ou commis. Ça suppose en réalité de travailler à sortir des inégalités qui ont été créées par le mal et par les crimes, parce que les crimes et le mal créent des inégalités très importantes qu'il faut travailler à redresser. Et là, on voit que, en fait, dans l'Europe, c'est exactement ce qui se passe. L'idée, c'est que il y a des inégalités entre pays européens,
Et ces inégalités, l'Europe travaille à les effacer pour que chacun puisse se présenter comme un partenaire à égalité, autant pour les échanges que pour prendre des décisions ensemble. Voilà. Alors ça m'amène au deuxième petit exemple de CVR, Commission Vérité et Réconciliation, celle de l'Afrique du Sud. L'exemple du Chili a beaucoup aidé, beaucoup inspiré l'Afrique du Sud. Ce qui s'est passé, c'est donc, je rappelle, entre 90 et 95, le président de Klerk et Nelson Mandela ont travaillé ensemble pour négocier une sortie paisible de l'apartheid et aboutir à un nouvel État où chacun ait sa place. Et pour ça, ils vont créer en 1996 la Commission Vérité et Réconciliation présidée par l'archevêque anglican Desmond Tutu. Ce qui anime ces hommes, c'est une volonté commune de pardon et de réconciliation. Ils le diront très souvent et explicitement en rapprochant le pardon de l'Ubuntu. L'Ubuntu, c'est une valeur cardinale de la société sud-africaine, mais plus largement de culture bantoue en Afrique, qui est porteuse d'un esprit de fraternité humaine à travers la justice et le pardon. Je fais un petit excursus ici, puisque ce qui parfois nous bloque, nous, pour comprendre ce que c'est vraiment le pardon, c'est qu'il est tout de suite identifié au pardon religieux, voire chrétien. Ce qui fait qu'un certain nombre de personnes qui ne se reconnaissent pas chrétiens rejettent le pardon. Or, ces exemples montrent que cette réalité du pardon, elle existe dans beaucoup de cultures sous différentes formes. L'Ubuntu, en Grèce antique. Si vous allez lire par exemple la trilogie de l'Orestie d'Échille, vous verrez que c'est une grande trilogie dans laquelle le pardon est mis en scène. À Madagascar, par exemple, où j'ai vécu quelque temps, il y a une notion qu'on appelle le fiavanana, qui est animée par cet esprit. En Chine, là où je suis allé pour étudier ces questions précisément, il y a aussi le pardon. Et le pardon est présenté comme pierre angulaire de l'humanité. Je vous lis ce que dit Anne Cheng, qui est une philosophe sinologue française. Elle dit « Précisons que le caractère shu, c'est un caractère chinois, est couramment utilisé pour traduire « pardon » ou « pardonner ». Par ailleurs, le caractère jeune signifie « homme ». À ses disciples qui lui demandent s'il est un mot qui puisse guider l'action toute une vie durant, le maître, donc Confucius, répond « shu », donc le pardon. N'est-ce pas le maître mot? Et il ajoute « ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse, ne l'inflige pas aux autres ». Voilà, donc la tradition chinoise, sur ce plan-là, est extrêmement proche de la tradition chrétienne, précisément sur le pardon et la centralité du pardon dans l'existence humaine. Et ce qui est en jeu ici, c'est certes l'intégrité d'une personne, dans le pardon qui permet de surmonter la destruction du mal, mais c'est aussi, et en même temps, l'intégrité de la communauté. Le pardon a une dimension essentiellement communautaire que l'on retrouve, nous, quand on dit le Notre Père. On ne dit pas « pardonne-moi comme je », mais « pardonne-nous ». Voilà. En Afrique du Sud, donc, je reviens à mon sujet. En Afrique du Sud, la commission a été très bien composée, c'est aussi pour ça qu'elle a bien fonctionné, d'hommes qui étaient représentants à égalité des parties concernées et qui étaient reconnus pour leur probité. Ils ont siégé dans des réunions publiques qui étaient filmées, les retransmissions étaient à la télévision nationale en direct, et on a pu entendre là, la première année, les victimes, et la deuxième année, les auteurs de crimes. Et au terme du processus, les victimes recevaient une réparation financière
et les auteurs qui avaient reconnu leurs crimes, et quand ces crimes étaient liés à la politique de l'apartheid, recevaient une amnistie. C'est très intéressant parce qu'avec cette amnistie, la notion d'amnistie est complètement transformée par rapport à ce qui existait avant. Avant l'Afrique du Sud, amnistie, ça c'est vrai depuis la Grèce, ça signifiait faire silence. On fait silence sur les crimes du passé, ce qui permet d'avancer. Alors parfois c'est nécessaire, mais à terme c'est problématique. Faire silence sur les crimes passés, donc les auteurs n'étaient plus inquiétés, mais les victimes devaient se taire. C'est ça qui change avec l'Afrique du Sud. Désormais, l'amnistie, c'est quelque chose qui vient après la parole. C'est plus quelque chose qui demande de faire silence, mais c'est quelque chose qui met terme aux opérations de justice une fois que les choses sont dites. Alors il y a quand même une limite importante à cette commission Vérité-Réconciliation, c'est que les réparations qui étaient prévues pour les victimes n'ont pas été payées. D'où des difficultés encore aujourd'hui en Afrique du Sud. Autre difficulté, un certain nombre de coupables ont reconnu, avoué, et donc obtenu l'amnistie, mais clairement, il n'y avait aucun repentir. Il y a aussi des victimes qui ont raconté ce qu'elles avaient vécu, mais sans aucune volonté de pardonner. Donc la commission Vérité-Réconciliation ne produit pas le pardon. Néanmoins, c'est une institution qui a favorisé beaucoup de pardons, beaucoup d'échanges, dans des lieux qui n'auraient pas pu avoir lieu sans cette commission. Voilà, donc on voit comment cette commission est clairement inspirée par le pardon et qu'en même temps elle le permet et elle réussit à faire quelque chose qui est encore plus important peut-être que les échanges interindividuels qui sont déjà très beaux, c'est la pacification globale du pays. Alors les commissions Vérité et Réconciliation, ce sont des institutions politiques, alors juridiques et politiques. Elles sont mises en place par les gouvernements pour un temps, une durée déterminée, pour faire une transition d'une situation de violence vers une situation de paix. Alors, elles s'inspirent du pardon dans la mesure où ce qui est visé, ce n'est pas d'abord la condamnation des auteurs, mais le fait qu'ils puissent reconnaître leur crime, être réintégrés dans la communauté. Et puis, ce qui est aussi visé, c'est la capacité des victimes à se relever et à devenir des membres à part entière de la communauté. Donc, on voit là clairement comment le pardon politique travaille. Il est cette force qui cherche à remettre les personnes à égalité, en capacité dans la société pour être des acteurs de cette société après un moment où elles en ont été privées. Alors, donc les coupables ici reçoivent l'amnistie. Autre élément qui est fortement mis en valeur, c'est la parole. Il n'y a pas de pardon sans parole. Ça, c'est très très important. La parole des victimes qui racontent ce qu'elles ont vécu, la parole des auteurs qui racontent ce qu'ils ont commis, la parole du président qui est Desmond Tutu, qui aide chacun à avancer, une parole qui fait la lumière sur ce qui s'est passé. Donc on est aux antipodes de l'oubli. Le pardon n'est pas du tout l'oubli, c'est l'inverse. Mais le point important, c'est que le souvenir qui apparaît, ce n'est plus un souvenir qui sera source de ressentiment et de vengeance, c'est un souvenir apaisé qui va devenir un souvenir commun sur lequel bâtir, et on l'espère, éviter que les violences passées ne se reproduisent. Alors je dis un mot sur le Rwanda maintenant, puisqu'on est dans les anniversaires aussi de la fin du génocide. Le Rwanda a dû faire face, différemment que l'Afrique du Sud, mais à une transition entre une situation, le génocide, Tutsi, et l'après. Alors une autre voie a été choisie, c'est les gacaca, qui sont des tribunaux traditionnels.
Mais ce que je souligne ici, c'est que la clé est la même. C'est un appel politique au pardon qui est lancé. Je cite ici le sociologue Benoît Guillou, avec lequel je travaille, qui s'est rendu au Rwanda à de multiples reprises entre 2003 et 2013. Et son travail, ça a été d'écouter la manière dont le pardon était invoqué et de voir quels effets ça produisait à différents niveaux. Alors, je le cite ici, « Alors que le pays se trouve dans une situation marquée par des faits irréparables, l'enchevêtrement de crimes de nature différente et l'impossibilité d'exprimer tous les torts, le pardon apparaît comme la ressource pour avancer ensemble malgré tout. » Les usages du pardon qu'il repère sont cependant difficiles. Alors, la première difficulté tient au fait que, là-bas comme ici, le pardon est spontanément identifié comme chrétien. Or, l'Église au Rwanda a vu sa crédibilité très affaiblie par son refus de reconnaître ses responsabilités et puis par ses divisions internes. Alors, il y a une deuxième difficulté pour le pardon, c'est le décalage que nous aussi nous pouvons connaître entre une conception d'un pardon qui appartient en propre à chaque individu et ce pardon qui est évoqué au plan collectif et politique, notamment pour soutenir la mise en place d'une démocratie. Alors, je ne sais pas si on peut parler de démocratie au Rwanda, mais en tout cas, c'est la visée. Et c'est ce qui est présenté notamment par Louis Joinet lorsqu'il parle des 4 piliers de la démocratie, qui sont le droit de savoir, le droit à la justice, le droit à la réparation et la réforme des institutions judiciaires. Voilà. Alors le pardon, comment contribue-t-il à ces quatre droits ? C'est là que Benoît Guillou a fait un travail de sociologue et a mis en évidence 4 figures du pardon politique. Réciprocité, le pardon coercitif, le pardon transaction et le pardon révolution. Je vais revenir à chacun de ces pardons. Le pardon réciprocité, c'est le pardon qui est le plus à même de contribuer à la pacification d'une société. Alors un exemple, c'était une paroisse qu'il a visitée dans la ville de Moucha, qui a réussi à inclure les rescapés, les criminels, l'ensemble des paroissiens, dans un processus qui, grâce à des espaces de soutien, de parole, a réussi à trouver des compromis acceptables par tous. Alors je le cite, « Dans ce cas, la pratique du pardon permet un apprentissage de la citoyenneté et l'instauration d'une relation de réciprocité. » C'est pour ça qu'il parle de pardon réciprocité. C'est ce qu'on a vu dans la construction européenne, dans les CVR déjà. Le deuxième type de pardon, là, est beaucoup plus problématique, c'est le pardon coercitif. Alors ça, nous aussi, on le connaît bien. C'est le pardon qui dit... c'est le pardon imposé, c'est-à-dire il dit à une victime, par exemple, si vous êtes chrétien, vous devez pardonner. Si vous ne pardonnez pas, vous n'êtes pas un bon chrétien. Ça, c'est un pardon coercitif, parce qu'il ne respecte pas le travail de la conscience de chacun. Alors ça se traduit par un déni de justice et un déni de vérité. Ensuite, il y a un troisième pardon qui est le pardon transaction. Alors celui-là aussi, il fonctionne, enfin c'est une perversion du pardon, mais aussi qu'on connaît bien. C'est la croyance que dans le pardon, le don et la demande sont conditionnés l'un à l'autre. Autrement dit, je ne peux pas demander pardon si l'autre n'est pas prêt à me pardonner, ou je ne peux pas pardonner à quelqu'un qui ne m'a pas demandé pardon. Alors ça bloque tout. C'est une double, alors ce qu'a vu Benoît Guillou, c'est une double coercition. Parce que les rescapés, dans ce cas-là, sont interdits de la possibilité de pardonner tant que les agresseurs n'ont pas avoué. Bon, ça arrive souvent. Et
parfois il se trouve contraint de donner un pardon à qui a avoué, peut-être même sans avoir de repentir. Voilà. Alors il termine par le pardon le plus fondamental, là, la source du vrai pardon, qui est le pardon révolution, c'est le don gratuit. Ça révèle, au fond, la dynamique du pardon. Devant un irréparable massif, des personnes témoignent d'un pardon absolument gratuit et complet. Quelques personnes en témoignent. Et grâce à elles, des espaces peuvent s'ouvrir dans les communautés, dans les personnes, et des espaces de conversion possibles. Tout ça pour dire que l'usage du pardon en politique demande du discernement. Il y a des très bons usages du pardon en politique qui sont très efficaces pour la paix, pour la justice, la vérité, et d'autres usages qui sont perverses. Ça suppose de pouvoir les critiquer, non pas pour rejeter le pardon, mais précisément pour retrouver le pardon qui aide. Alors j'en arrive à ma dernière partie, qui est la justice restaurative. Alors la justice restaurative, c'est un type de justice qui est apparu au Canada dans les années 70 et qui est apparu en France à partir des années 2010. C'est relativement récent. Celui qui est connu comme le fondateur s'appelle Howard Zehr, Z-E-H-R. Il a écrit un petit livre qui est disponible, qui a été republié en 2024, qui s'appelle « La justice restaurative, sortir des impasses de la logique punitive ». Alors je cite Howard Zehr. « Le champ de la justice restaurative », alors au Canada on dit restaurative, et en France, on dit, je ne sais plus, restaurative ou réparatrice. Oui, c'est ça. Au Canada, on dit réparatrice et en France, on dit restaurative. Voilà. Donc le champ de la justice restaurative a commencé à se développer dans les années 70 à partir d'expériences menées dans plusieurs communautés composées d'un nombre important de membres ménonites. Alors vous savez que les ménonites sont des chrétiens d'un petit groupe protestant antérieur au luthéranisme, dont le charisme est le travail de la réconciliation. Encore aujourd'hui, c'est vraiment leur charisme. Donc ces chrétiens ont créé la justice restaurative, qui s'est inspirée aussi en parallèle des pratiques de justice des peuples autochtones d'Amérique du Nord et plus tard de Nouvelle-Zélande. La première expérience en France, c'est 2010, à la prison centrale de Poissy. Alors, quel est le principe de la justice restaurative ? Le principe, c'est qu'elle repère les besoins chez les victimes, chez les offenseurs et dans la communauté qui ont été créés par un mal. Voilà, donc, quels sont les besoins des victimes? Je les liste très rapidement, je cite Zehr ici. Il est souvent utile que la victime exprime directement à des auteurs ce que cela a signifié pour elle, de ce qu'elle a subi, dans l'espoir de les faire réaliser l'impact de leurs actes. Premier besoin. Il y a aussi des besoins de réparation, symbolique, financière. Pour les auteurs, les offenseurs, vous voyez, le vocabulaire varie un petit peu. Hein. Ces besoins, ce sont des besoins de responsabilisation, d'encouragement à la transformation de soi, besoin d'être réintégré à la communauté, besoin parfois même d'être emprisonné. Il y a des exemples où des personnes ont eu besoin d'être emprisonnées pour sortir du déni. Et puis la communauté a aussi des besoins. Le besoin pour une communauté de se reconnaître et d'être reconnue comme victime. Cela arrive. Le besoin de construire, de reconstruire son unité. Alors cela passe par divers types de modalités que je cite simplement rapidement. Les médiations restauratives. Alors ceux qui ont vu le film « Je verrai toujours vos visages »
Vous avez vu la médiation restaurative entre une jeune femme et son frère qui avait commis un inceste sur elle. Donc c'est la victime et l'auteur directement. Il y a aussi ce qu'on appelle les ROV, rencontres offenseurs-victimes. Donc on le voit aussi dans le film, un groupe d'auteurs qui se prépare, un groupe de victimes qui se prépare et puis ensuite ils vont se rencontrer. Et puis il y a d'autres déclinaisons. Dans le rapport à la justice pénale en France, il y a une complémentarité. Vous trouverez ça dans le code de procédure pénale, article 10.1 et point 2. Voilà, alors il y a diverses associations en France qui pratiquent la justice restaurative, l'IFJR, Institut français de justice restaurative, l'ARCA, qui sont les deux associations reconnues par l'État français pour les pratiques de justice restaurative. Une autre association dont je fais partie, qui est Justice Autrement, qui là s'adresse plus spécifiquement aux victimes et aux auteurs de crimes sexuels. Voilà. Alors, je conclus ce parcours. J'espère vous avoir montré que le pardon, en tout cas, il y a eu des appels au pardon qui sont traduits par un certain nombre de créations d'institutions. Et ces créations d'institutions vont faire apparaître de plus en plus leur lien au pardon. Au début, l'Union européenne, évidemment, le lien au pardon, il est assez lointain. Et pour autant, l'esprit du pardon est là. Après, il y a des commissions vérité et réconciliation. Là, ça se voit davantage. Et puis, il y a la justice restaurative. Alors là, ça se voit encore plus. Dans la manière où le travail de la justice restaurative va être de permettre à ce que chaque personne impliquée retrouve sa place, sa dignité et sa capacité d'action. Ça, c'est vraiment la trace du pardon. Alors le pardon va apparaître beaucoup plus généralement dans la société, dans tout ce qui va pouvoir contribuer à ce travail-là. Alors il y a les politiques de soins psychologiques pour les victimes, il y a aussi les politiques de soins psychologiques pour les auteurs, je cite ici les CRIAVS, C-R-I-A-V-S, ce sont les centres de ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles. Les politiques de prévention, de lutte, et dans l'Église, et je terminerai par là, depuis quelques années, depuis la SIAZ, on a vu se mettre en place un certain nombre d'institutions. Ça c'est très important. Des institutions sont créées qui sont les effets, en réalité, du pardon. Si le pardon, c'est ce qui vise à rétablir les personnes dans leur dignité. Alors les commissions, vous les connaissez, la CRR, Commission Réparation et Reconnaissance du côté de la COREF dans les religieux, l'INIR, l'Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation du côté des diocèses, la création d'un tribunal canonique national, des cellules d'écoute dans les diocèses, des maisons d'accueil pour les prêtres offenseurs, tout un ensemble de mesures, d'instances qui sont mises en place et qui sont le signe d'une transformation de l'Église. Alors évidemment, on est encore au milieu du gué. En tout cas, on est en train de sortir clairement du silence. On va vers davantage de justice, de considération des personnes, d'écoute. Alors je vais terminer en citant un exemple de ces pas accomplis, qui est le 25 juillet 2022, quand le pape François est allé au Canada pour demander pardon devant les peuples autochtones. Alors je vais lire quelques éléments de ce qu'il dit. Je suis ici parce que la première étape de ce pèlerinage pénitentiel au milieu de vous est celle de renouveler la demande de pardon et de vous dire de tout mon cœur que je suis profondément affligé. Je demande pardon pour la manière dont, malheureusement, de nombreux chrétiens ont soutenu la mentalité colonisatrice des puissances qui ont opprimé les peuples autochtones. Je suis affligé, je demande pardon, en particulier pour la manière dont de nombreux membres de l'Église et des communautés religieuses ont coopéré, même à travers l'indifférence, à ces projets de destruction culturelle et d'assimilation forcée des gouvernements de l'époque qui ont abouti au système des écoles résidentielles.
Et enfin, le pape a reconnu les conséquences catastrophiques des politiques liées à ces écoles résidentielles. Il dit « Ce que la foi chrétienne nous dit, c'est qu'il s'agissait d'une erreur dévastatrice, incompatible avec l'évangile de Jésus-Christ. Face à ce mal qui indigne, l'Église s'agenouille devant Dieu et implore le pardon des péchés de ses enfants. Je voudrais le répéter avec honte et clarté, je demande humblement pardon pour le mal commis par de nombreux chrétiens contre les peuples autochtones. » Alors j'ai cité cet exemple parce qu'il est très révélateur des éléments d'un pardon ici politique, public. La première chose, vous aurez peut-être repéré que le pape demande pardon en s'adressant à Dieu. Il ne demande pas pardon aux victimes qui sont devant lui. Mais il demande ce pardon à Dieu devant les victimes et les descendants des victimes. Et je relève 3 éléments de cette demande. Le premier élément, c'est qu'il demande pardon pour le mal commis par des chrétiens, premièrement, qui ont soutenu la mentalité colonisatrice, deuxièmement, qui ont coopéré activement à l'entreprise de destruction culturelle du gouvernement, et troisièmement, il précise que cette mentalité et cette coopération étaient et sont toujours incompatibles avec l'Évangile. Alors c'est important, je crois, que cette demande soit faite devant les victimes, en leur présence, parce que c'est une manifestation de repentir qui les reconnaît non seulement comme des victimes, mais comme des témoins d'un engagement à changer les choses dans une fidélité plus grande à l'Évangile, dans une opposition à toute entreprise de colonisation, qui malheureusement n'est pas que le fait du passé, et à coopérer avec elle. Alors je voudrais terminer en me situant du côté des victimes pour me demander, mais quel effet ça a pu avoir sur elles ? D'abord, elles peuvent reconnaître que le pape est venu jusqu'à elles pour faire ce geste. Elles peuvent reconnaître qu'elles sont des témoins de ce geste. Elles peuvent, si elles sont croyantes, prier pour cette conversion à l'Évangile. Elles peuvent aussi s'appuyer sur la condamnation publique de la mentalité colonisatrice pour la dénoncer. Alors, on voit aussi que les victimes n'ont aucune obligation d'être là. Elles peuvent choisir de ne pas être là. Voilà. En revanche, ceux qui sont convoqués là, ce sont tous les chrétiens pour qu'ils entendent et qu'ils participent à cet appel. Alors, il y a peut-être un élément qui est un pas de plus qui pourrait être fait. C'est une prière non plus seulement pour le repentir et la transformation des cœurs des auteurs, mais aussi une prière pour le relèvement des victimes. Ça, c'est le point aujourd'hui où nous en sommes, que cette prière soit portée collectivement et une prière qui soit suivie des faits. Et ça l'est déjà en partie. Voilà. Alors je termine en revenant à ce que j'évoquais au début. Quel est donc le lien de ce pardon politique avec le pardon tel qu'il est présenté dans les évangiles et dans la Bible? Alors là, il y a un passage qui est absolument magnifique, c'est le chapitre 18 de l'évangile de Matthieu. C'est un chapitre où on voit comment Jésus présente le parcours du pardon. Il commence par mettre un enfant au milieu des disciples et dire « Voilà, si vous ne devenez pas comme un enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » L'enfant, c'est celui qui a en toute confiance dans le Père, celui qui a foi dans la bonté du Père. Après, il dit « Attention, vous autour, votre mission, c'est de le soutenir dans cette confiance. Le plus grand danger que cet enfant court et que vous courez, c'est le scandale, c'est-à-dire de faire perdre à cet enfant cette confiance. » Donc il met en garde. Après, il raconte la parabole de la brebis perdue, qui est la manière dont le berger va chercher qui ? Le petit qui a été victime du scandale et qui le ramène. Par là, Jésus dit que sa première mission, dans l'esprit du pardon, c'est d'aller relever les victimes, d'aller les rechercher, d'aller les ramener dans la communauté. Ça, c'est la première chose. Et puis après, il parle de la communauté, précisément.
Si ton frère vient à pécher, va le trouver. S'il t'écoute, tu auras gagné un frère. Sinon, on va trouver quelqu'un d'autre. Parlez-lui. Et donc là, on voit tout le pardon se déployer, depuis le soin de la victime jusqu'à la parole à l'offenseur. Et puis, petit à petit, toute la communauté est impliquée, jusqu'à la possibilité d'une exclusion. Voilà, et là, le chapitre se termine. Voilà, donc je conclus là-dessus, parce que je crois que ce que les politiques, les États ont inventé aujourd'hui, nous permettent de retrouver quelque chose du pardon qu'on avait certainement beaucoup trop oublié. Le pardon n'est pas seulement une affaire intime et personnelle, parce que ça nous bloque beaucoup de choses. Le pardon est un don de Dieu qui nous vient par le Christ, les uns par les autres, et qui se manifeste par des actes individuels, mais aussi par la création d'institutions qui permettent une plus grande justice et une plus grande vérité. Je vous remercie pour votre attention et je crois que nous avons un quart d'heure pour des questions. Il faut un petit temps d'échauffement. Bonjour et merci beaucoup. J'ai 2 questions. Je vous avais depuis le début, vous avez commencé à répondre à la fin, mais j'aimerais bien entendre davantage. Sur la palette de la fécondité du pardon en politique, où se placent les lois mémorielles? Dans les exemples que vous avez cités, il y a un processus où les 2 parties peuvent dialoguer ensemble et sont dans une démarche constructive. Mais les lois mémorielles, elles me semblent unilatérales. Donc quelle est leur puissance de fécondité? Et la deuxième chose, comment est-ce que... ma question n'est pas très claire, mais comment est-ce qu'on peut mettre en place un processus de pardon sans que la dimension religieuse ou confessionnelle entre en compte, là où pour certains crimes ou certains actes, le pardon ne peut pas être donné à vue humaine, il faut forcément que ce soit un don de Dieu. Merci. Alors, sur les lois mémorielles, alors il y a un philosophe, Paul Ricoeur, qui a écrit un livre qui s'appelle « La mémoire, l'histoire, l'oubli », qui se termine par un épilogue qui s'appelle « Le pardon difficile », et où il fait ce travail sur la manière dont le pardon travaille les mémoires. Alors, ce qu'il dit, c'est que les lois mémorielles, elles doivent être appuyées sur un travail des historiens. Un travail des historiens qui est un travail qui est attentif au fait que les mémoires sont douloureuses. Le travail des historiens, c'est de donner la parole au maximum à tous les acteurs, y compris les acteurs qui ont été écrasés ou éliminés. Ça, c'est le travail de l'historien, de ramener à la mémoire, de quasiment ressusciter les personnes qui ont été détruites. Voilà. Donc ça, l'historien contribue aux lois mémorielles. Cependant, il y a aussi des abus possibles dans les lois mémorielles, c'est-à-dire un abus possible, c'est le fait qu'une mémoire douloureuse ne peut plus s'éteindre. Elle n'arrive plus à trouver la paix. Et en plus, elle écrase les autres mémoires douloureuses. Elle empêche d'autres mémoires douloureuses d'exister. Voilà. Donc il y a là aussi un discernement à faire oui, il y a une mémoire à faire, mais comment faire en sorte que cette mémoire soit apaisée et s'apaise petit à petit. La deuxième question, c'est qu'en est-il du pardon dans des domaines non religieux, si, comme chrétiens, nous croyons que Dieu est l'origine du pardon et qu'il le donne. Alors là, je vous propose de voir par les effets, en réalité. Nous, en ayant conscience de ce qu'est le pardon, c'est-à-dire ce don de vie qui vient traverser le mal et la mort et qui vient porter la victoire, c'est la résurrection. On peut voir comment, dans certaines circonstances, les humains
parfois en faisant référence au pardon, parfois pas, ont mis en place des processus, ont réalisé des événements qui ont cet effet. Donc nous, on peut y reconnaître la trace du pardon qui vient de Dieu, sans forcément que ce soit nommé. Voilà. Et ça peut ne pas être nommé. Et parfois même, c'est nécessaire que ce ne soit pas nommé. Notamment, ça, j'ai appris ça auprès de personnes victimes dans l'Église, qui, pour elles, parler du pardon, c'est très violent. Parce que le pardon a été utilisé, dans leur cas, comme le pardon coercitif. Et on leur a dit, ben, vous devez pardonner. Oui, mais non, en fait, c'est pas comme ça que le pardon travaille. Voilà. Donc elles ont identifié le pardon à cette réalité-là, et du coup, elles ne veulent plus en entendre parler. Donc nous, notre responsabilité, je crois, c'est de faire l'œuvre du pardon sans le dire. Je crois. Autre question? Alors moi, ce n'est pas vraiment une question, mais j'ai bien aimé votre conclusion sur le chapitre de Matthieu, parce que pour voilà, une histoire un petit peu compliquée, je me suis trouvée en dehors de l'église, et en retournant à la messe d'une façon un peu inattendue, l'évangile, c'était la brebis égarée. Et là, je me suis dit, bon, je ne peux plus faire la tête, je ne peux plus dire non, et je me suis réconciliée. Il y a eu un vrai pardon ce jour-là. Merci. Merci pour cette témoignage. Autre question? Alors, je peux peut-être juste faire un écho, parce que ça fait un écho avec les questions précédentes. La philosophe Hannah Arendt, qui était juive de tradition, mais qui était non-croyante, a pourtant présenté le pardon comme fondement du vivre ensemble. Et en fait, elle travaille les évangiles en philosophe. Et ce qu'elle dit, c'est que Jésus-Christ, en parlant du pardon, notamment avec cette parabole, a révélé à l'humanité une capacité qu'elle avait. Et à partir de là, une fois qu'on a pris conscience que nous avons cette capacité de demander pardon, de pardonner, donc de se relever, de dépasser les violences, eh bien, il nous revient de le mettre en œuvre. Voilà, ça c'est sa position. Bon, elle a des limites, mais c'est intéressant de l'entendre. C'est pas une question, c'est un fait. Je me suis toujours occupée d'enfants. Je suis ophtalmopédiatre. Et un petit enfant a fait une grosse bêtise. Il tapait sa petite sœur, il avait 4 ans. Et alors donc, on a vu, il a été puni. Et le soir, sa mère, elle a été avertie qu'il avait une punition, une fessée tout simplement. Mais comme on n'a pas demandé à nous donner des fessées, donc il fallait prévenir, etc. Et alors la prière de l'enfant le soir, c'est de dire: oh Jésus, je te demande que, c'était en l'occurrence sa grand-mère, que ma grand-mère ne se fâche plus, au pied du moins elle sache me pardonner, parce que je me suis sûre que je recommencerai à faire des bêtises. Une dernière question, là. Oui, si vous voulez. Ma question, c'était de savoir comment réfléchir dans des conflits comme le conflit actuel avec l'Iran. Est-ce qu'on peut estimer, enfin, s'il y a un pardon, il faut qu'il y ait une faute. Est-ce qu'on peut estimer que quelquefois une guerre peut être juste et ne nécessite pas dans ce cas-là de pardon? Est-ce qu'on peut estimer qu'une guerre peut être juste, notamment pour la guerre actuelle, par exemple? Alors, est-ce qu'on peut estimer qu'une guerre peut être juste? Il y a toute une tradition dans l'Église qui parlait de guerre juste. Il y a eu quelques modifications ces derniers temps. Ce que je propose de regarder plutôt, c'est dans toute guerre, il y a des victimes qui n'ont rien demandé. Donc elles sont victimes. Et elles, à un moment donné, elles pourront se poser la question.
Comment je sors de mon état? Est-ce que je peux pardonner à ceux qui ont pris ces décisions en décidant d'attaquer un pays, mais sans aucune considération pour ce qu'on appelle les dommages collatéraux? Ça, c'est terrible, ça. Voilà. Donc là, le pardon a sa place, y compris dans la manière de décider de la guerre, y compris dans la manière de décider de respecter le droit de la guerre, le droit international. Ça, c'est tous des éléments qui apparaissent quand on commence à réfléchir au pardon au plan politique. Parce que c'est ce qui va préparer une réconciliation beaucoup plus simple par après. Plus on aura été loin dans la violence et dans le défoulement hors tout cadre, plus ce sera difficile après le travail à accomplir. Merci Père. Vous nous avez un peu réconcilié avec le XXe siècle, ce siècle avec tant d'horreurs, et voilà que sont nés tous ces processus de naissance d'institutions au service du pardon. Et donc voilà, quand l'horreur a abondé, peut-être on peut espérer que le pardon a commencé à surabonder. Merci beaucoup. Vous retrouverez bien sûr cette conférence sur notre chaîne YouTube comme toutes les autres, sur la chaîne YouTube de la maison. Alors, nous sommes au milieu, ça y est. La semaine prochaine, ce sera déjà la mi-carême. Donc déjà la troisième conférence après celle de Sophie Ramon et celle de Monseigneur Rouget. Donc aujourd'hui, le Père Guillaume Cos. La semaine prochaine, Étienne Cellier, merci la dyslexie, se réconcilier avec soi-même et avec les autres. Se réconcilier avec soi-même et avec les autres. Et puis je voudrais juste saluer au milieu de nous Alain Krisna. Merci monsieur pour votre présence, qui assurerait la dernière conférence, celle du 26 mars. Y a-t-il des crimes impardonnables? Le cas des agressions sexuelles sur mineurs. Voilà, les sujets sont lourds. On sait qu'à chaque fois qu'on aborde ces sujets, pour certains d'entre vous, c'est des histoires peut-être personnelles, familiales. Nous espérons que ça vous donne des éléments pour au moins avancer, je pourrais dire. Voilà, je n'ose même pas évoquer d'autres termes. En tout cas, merci pour vos présences qui nous encouragent dans notre démarche. Alors, vous nous soutiendrez en pliant correctement les chaises sans faire tomber les tableaux. Un est déjà tombé, voilà. En participant, en faisant bon accueil aux quêteurs à la porte. Et puis, vous pouvez trouver des livres que vous avez commis, Père. Vous voulez nous en dire un mot sur quelques-uns, quelqu'un? Alors, le pardon de la victime relevée, c'est un travail philosophique, mais à partir du chapitre 18 de l'évangile de Matthieu. Je parcours ce chapitre qui est merveilleux. Et puis l'autre livre, c'est Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens. Alors ça, c'est un guide de retraite spirituelle, ignatien, je suis jésuite, dans lequel vous trouverez des petites introductions à tout un parcours dans l'évangile de Matthieu, à la suite des tout petits, qui sont ceux qui sont la clé en réalité de la question du pardon, à mon sens, dans cet évangile et plus largement. Voilà, donc celui-là, il est à lire avec la Bible dans l'autre main.